Alors maintenant, on va avoir quelqu'un qui va nous présenter une démo parce que je pense qu'on a tous le même problème. On a vu les choses que Mercator Océan peut nous donner. Mais quand on va sur le site, comment ça fonctionne? Sur quoi on appuie? On clique sur quoi? Surtout les gens qui ont les cheveux plus pâles. Non, mais c'est parce que je l'avoue, je passe mon temps à téléphoner à d'autres jeunes au travail en disant « Là, je clique où? » Donc, ça va bien nous aider. Alors, c'est M. Tony Jolibois, qui est ingénieur de projet pour Mercator Océan International, qui va nous montrer... Je ne sais pas, il n'avait pas l'air allumé, ça? Est-ce qu'il est allumé? Voilà. Oui, il est allumé. Alors, on va se fier à lui qui va nous montrer exactement comment on opère quand on se ramasse sur le site, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il y a à faire, et vous allez voir, c'est hyper intéressant. Donc, on repasse en français. Hein. Est-ce que tout le monde est OK pour switcher avec les casques, ceux qui écoutent en anglais, ceux qui écoutent en français? Parce que, bon, Graciane et moi habitons à Toulouse. Bon, moi, je suis français, donc je préfère vous parler en français si ça ne nous dérange pas. Alors, est-ce que peut-être on peut avoir le... Voilà. Donc, où est-ce qu'on clique, me dit Patrick. Hein, donc là, on se retrouve sur le site du Copernicus Marine Service, le site web principal. Et on a plusieurs pavés là, dont Ocean Visualization. Il me faut la Wi-Fi, forcément. Ça devrait... Alors, je crois qu'il y a eu quelques petits lenteurs dans le réseau ce matin. Donc, bon, excusez-moi par avance si le réseau ne fonctionne pas super bien sur une démo live. Hein, ça, c'est le risque. Mais bon, comme vous serez sympa avec moi, je ne me fais pas de soucis. Donc, ici, nous avons la page qui présente les outils de visualisation du Marine Service. Et comme vous êtes quand même un public averti, hein, vous n'êtes pas tout à fait ce qu'on appelle des débutants, on va aller voir le MyOcean Pro. Donc ici, on a essayé de faire différents outils en fonction du niveau de connaissance en océanographie de nos visiteurs du site web, avec MyOcean Learn, un outil qui est vraiment dédié aux débutants. MyOcean Lite, ce sont les intermédiaires. Mais bon, vous êtes des pros, on va dire. Hein. Est-ce que vous vous sentez pro sur l'océano, sur les... Oui, ça va. Hein, j'ai l'impression. Alors, ici, on est devant l'outil de visualisation des données Copernicus Marine. Donc ici, on a de la température de l'eau. Alors, l'intérêt d'un outil interactif, évidemment, c'est que c'est un peu do it yourself. C'est vous qui êtes à la manœuvre. Vous panez, vous zoomez où ça vous fait plaisir. Et donc ici, on est le 7 octobre 2023. Donc c'est vraiment la température de l'eau telle qu'elle est actuellement. Donc, comme vous êtes des pros de l'océanographie, vous reconnaissez ici les grands gyres océaniques là, de l'Atlantique avec le magnifique Gulfstream ici. Donc, on est d'accord, hein, la température de l'eau est associée à une palette de couleurs. Plus c'est rouge, plus c'est chaud, plus c'est bleu, plus c'est froid. En allant on voit ici de 0 à peu près, enfin moins 1 degré jusqu'à 30 degrés. On peut utiliser d'autres palettes, hein, mais bon, moi j'aime bien cette palette là pour la température rouge et bleu. Voilà, donc on voit ici le Gulfstream, hein, par exemple, avec tous ces tourbillons. Alors je voulais vous parler par rapport à cet outil de visualisation de El Niño. On entend beaucoup parler de El Niño, c'est pas forcément très facile de communiquer dessus. Donc depuis 2 ans, hein, on était sur son opposé, La Niña. Donc on va essayer de voir ici, si j'arrête de bouger un petit peu avec la souris, La Niña qui se caractérise par donc, des courants d'eau froide
qui sont ici, qui remontent de l'Antarctique, et ce qu'on appelle un upwelling, une remontée d'eau froide le long des côtes péruviennes jusqu'à l'équateur, ici, ce qui rend les eaux très poissonneuses. Les remontées d'eau froide ramènent beaucoup de nutriments au niveau des côtes, et c'est pour ça que donc il y a énormément de pêcheurs au Pérou qui ont eux-mêmes nommé donc ce phénomène El Niño. Donc, je ne sais pas s'ils savaient, eux, que c'était dû à une élévation anormale de la température dans la zone est du Pacifique. Mais en tout cas, ils constataient, eux, qu'il y avait moins de poissons. Et nous, les scientifiques se sont aperçus, si on va en avril 2023, se sont aperçus que c'était en fait un réchauffement des eaux le long de la côte péruvienne, ce qui empêche la remontée d'eau froide et donc des eaux beaucoup moins poissonneuses. Alors là, on voit que le réseau met un petit peu de temps à venir, mais voilà. Donc ici, on est en avril 2023. El Niño a démarré. On voit des eaux beaucoup plus chaudes ici. On voit beaucoup moins ici la remontée d'eau froide et donc des eaux beaucoup moins poissonneuses. Alors, cet outil permet aussi de regarder les données, d'explorer ces données Copernicus marines de façon un petit peu différente. Quand on clique ici sur là où on veut, on a ici une série temporelle donc, de la température, donc 2023, 2022, etc., où on voit justement un maximum de température assez fort là. Donc on voit là le signal saisonnier, évidemment, et un maximum de température ici en 2023, beaucoup plus fort qu'en 2022 ou en 2021. On voit aussi ici, ça c'est un diagramme qui nous présente ici le temps et la profondeur. Donc on voit le signal El Niño ici en 2023, qui est tout à fait caractéristique par rapport à des années 2022 ou 2021 qui sont moins chaudes, donc en surface et en profondeur. On peut naviguer avec cet outil dans le temps et la profondeur de l'océan comme on le veut, c'est assez interactif. Bon, voilà, ça se met à jour relativement rapidement avec le réseau ici. Là, ici, vous voyez, on est à moins 35 mètres. On a vraiment un signal El Niño qui est assez fort et caractéristique. Voilà. Alors, peut-être si on se rapproche un petit peu plus de la France et de nos côtes à nous, on va aller voir l'anomalie de température, cette fois-ci. Donc autant là, on avait une température de l'océan entre 0 et 30 degrés, on va dire. Ici, on a une anomalie de température. Donc comme vous l'appelez, vous, je crois, en météo, les normales saisonnières. On fait une comparaison entre la température d'une date donnée et la moyenne des températures sur une trentaine d'années. Donc, les données Copernicus vont à peu près de 1993 au temps réel, à nos jours maintenant. Donc, comme Graciane l'a évoqué tout à l'heure, il y a un bulletin de Marine Heat Waves fait par les prévisionnistes de Mercator Océan qu'on peut voir ici dans le viewer. Alors, là, on a une anomalie de température, vous voyez, qui va de moins 3 degrés à 3 degrés. Donc, lorsque c'est rouge, ça va à plus 3 degrés. Et lorsque c'est bleu, ça va à moins 3 degrés. Alors, vous le constatez comme moi, il n'y a pas trop de bleu. Voilà. Donc, si on va vers la fin du mois de septembre et le début du mois d'octobre, donc ce sont des périodes où on a constaté des fortes anomalies, peut-être plus d'ailleurs au mois d'octobre. Voilà, on le voit bien ici. Tout début octobre, c'était juste là, il y a 6-7 jours. Donc dans le golfe de Gascogne, ici,
une grosse canicule marine ici, sur les côtes de la péninsule ibérique ici, et puis dans l'est du bassin méditerranéen et à l'ouest. Voilà. Bon. Ça, je ne sais pas si, Graciane, tu en as parlé, hein, on est d'accord que nous, on a des canicules dans l'atmosphère, ce qu'on ressent tous très bien. Il y a exactement le même phénomène dans l'océan, hein, donc ce sont des canicules marines qui ont des effets sur la biodiversité marine, qu'on a du mal d'ailleurs encore à vraiment bien qualifier. Il n'y a pas encore énormément de publications scientifiques sur la question. Ça va venir. On sait que c'est quand même très, très impactant. Alors je crois que Graciane a aussi parlé de la glace, il me semble. Donc peut-être allons voir un petit peu ces choses-là. Alors, la glace, donc vous voyez ici, hein, il y a un panel de contrôle. Si vous voulez ajouter des données, bon, voilà, vous avez... Alors, bon, c'est pour ça que je vous prenais pour des pros. Hein. On a quand même 275 produits au catalogue du Copernicus Marine. C'est peut-être un peu, des fois, pas très facile de s'approprier autant de produits. Il y a des produits de modélisation, des produits d'observation satellite, in situ. Bon, voilà. Si vous ne savez pas trop, prenez le modèle global, parce que lui, il contient toutes les variables, depuis le Blue Ocean, enfin la partie bleue, la partie glace et la partie... alors la partie biogéochimie, c'est quand même dans un autre produit. Voilà, donc je voulais vous parler un petit peu de glace. Voilà, allons voir ça un petit peu. Donc évidemment, la glace, on est soit au pôle Nord, soit au pôle Sud. Je crois que, Graciane, tu as parlé d'un minimum d'étendue de glace en Antarctique. Ben, nous y voilà. Là, on est le 1er octobre 2023. L'étendue de glace en Antarctique, elle est ici. Alors, il nous manque, pour que cet outil soit vraiment performant en termes d'analyse de données, il nous faudrait l'anomalie par rapport justement à ces normales saisonnières. Ça va arriver, on y travaille. Là, ici, en tout cas, on peut voir l'étendue actuelle et naviguer, aller un petit peu dans l'été austral, etc., pour voir. Donc là, on est en janvier 2023. Hein, c'est l'été austral, c'est les moments où il y a un minimum de glace dans l'Antarctique. Voilà. Alors, si vous voulez, partager, générer des images qui vous plaisent, vous avez donc je refais, là il y a le petit bouton partage. Quand vous êtes content avec votre zoom, votre pan, etc., vous partagez ici et vous pouvez télécharger l'image qui vous plaît avec la belle la palette de couleurs, etc. Alors peut-être, je peux vous parler juste du fait que vous qui êtes des pros, c'est bien si vous pouvez vous enregistrer auprès de notre service et vous loguer. Alors nous, on n'en fait rien de commercial, hein, de vos données, évidemment. On est financé par la Commission européenne. L'idée derrière l'enregistrement de notre site, c'est de mieux vous connaître, de mieux répondre à vos besoins. Voilà. Et certaines fonctionnalités avancées ne sont accessibles que pour les personnes qui sont enregistrées et loguées sur le site, et notamment, alors j'y reviens, dans les settings, il y a ici une High Resolution Image. Au cas où vous avez envie, où vous faites des prints, vous avez envie d'avoir une image très bien résolue, vous cochez cette petite option. Et lorsque vous êtes content avec votre image, ici, vous téléchargez l'image en haute résolution, ce qui permet d'avoir quelque chose de chouette au niveau de l'impression. Alors on peut aussi, si vous faites des posts sur les réseaux sociaux ou à la télé éventuellement, il y a une partie vidéo. Hein, on peut générer une animation de manière interactive
donc de l'évolution du paramètre qu'on est en train de voir. Donc là, vous avez vu comment j'ai fait. Il y a, comme dit Patrick, où est-ce qu'on clique hein. Sur l'onglet vidéo, on sélectionne les dates qui nous plaisent. On clique sur Generate. Et voilà, ça nous génère une vidéo. Alors, comme c'est un peu long, évidemment, je vous en ai fait une qui est, que je vous ai pré-générée et qu'on peut voir ici. Donc, c'est la prise de glace de l'Antarctique entre l'été austral et maintenant. Donc, on voit ici l'évolution de l'étendue de glace antarctique, ce qui est quand même quelque chose d'assez hypnotique, je trouve. Voilà. Donc, ce genre d'animation, vous pouvez aller sur le site directement et le générer comme vous l'entendez, que ce soit sur la température de l'eau, sur les courants ou ici sur les glaces. Voilà, je crois que Patrick, tu es le gardien du temps. Est-ce que mon temps imparti... Oh, tu n'étais pas le gardien du temps. Je crois que mon temps est parti, mais si vous voulez... là, moi, ça me va. Après, s'il y a des questions, que ce soit sur l'outil ou sur les données, vous êtes les bienvenus. Allô? On passe à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions soit pour Graciane ou soit pour Tony? Alex. This looks fantastic and really, really useful. The data you showed comparing for La Nina was going back 3 years, I think. Is it possible to go back longer to compare, to do a direct comparison with 2015's El Nino to the current El Nino? Yeah, actually, ah oui, je peux répondre en français ou en anglais. Actually, I displayed some data from the model output of Mercator, which goes 3 years in the past. So you can compare effectively April 2021, April 2022, and April 2023. You can't go back to 2015 to compare this is why you have to appropriate yourself the catalog, because each product has a different temporal coverage. And what I showed is near real-time data. Near real-time data goes to 3 years in the past. It depends on the product. We also have multi-year data, which are reanalysis, and then there are 30 years of data. But you have to navigate in the catalog and then check the product which goes in the past. Yes, I have a question. For example, with the current temperature today in the Mediterranean Sea, can we get the data in a numerical format like GRIP or NetCDF format? Because I have seen we can get in PNG, GIF. Thank you. Certainly in NetCDF. Everything is available in NetCDF. Is it available in GIF too? I don't know, but certainly NetCDF. Oh, thanks. Gratian, you mentioned earlier real-time data, which means different things to different people. How real-time is it? Is there a delay? Is it live? I mean, how real-time is the data? Well, we call it near real-time, okay. But it is used in an operational sense. So, for example, ship navigators use it as a near real-time tool. Do you have anything to add? Data is produced, for example, for the model I showed just before. It's every 6 hours, and it takes only 30 minutes to go to the server, and it's immediately available for users. Well, you mentioned, for example, data from buoys, for example. So let's say there is a super typhoon or there's a metacane or something, and waves are very high. Do we have access to real-time, live, for example, wave height, that type of thing? Yeah, you mentioned the in-situ data, right?
with the sensor in the. So especially for this data, it's a bit more complicated, and they will be available in 2024. However, the model outputs, which are gridded data, are available live now. Well, thank you. This is fantastic. Thank you. Thank you very much. Hi. Thank you. If I want to tell a story about a local area that is on a day seeing coastal flooding or has had significant coastal erosion, the cliffs are going back, do you have historical, local level data on sea level rise in that area and wave height in that area? Well, that's an interesting question, and the topic of a lot of new research and projects on a European level to get that type of high-resolution coastal data for different, certainly European areas. Our products are global, so you wouldn't get that high-resolution data for different. Like, for example, if you were looking specifically at Spain or the UK or something like that. There is a project called Cocalico, which is a Horizon European project, which its mission is to provide a move from a global scale to a more regional scale and have more high-resolution data. It will include a visualization tool to access data on a more regional scale. And the goal is they have a time scale, but eventually that could be integrated into the Copernicus catalog. Do you know what that time scale is? Well, you can already, the visualizations tool is not yet released. I know that under Cocalico, the Horizon project that I told you about. I believe for next year they'll have a demo. I couldn't tell you more in detail. I'd have to look. I have a question. Do you do some editorial selection on the tools? For example, the image of the day, the video of the week, some kind of thing. It's a question and my question. On our social media, we have a running campaign where, excuse me, we call it Earth Art. Sometimes we'll look at different selections of data through our visualization tools, highlight different phenomena like harmful algal blooms or sea ice, like he talked about, currents, which is quite mesmerizing to look at. So we do that through social media. Thank you. Oui, j'ai vu qu'il il s'agit d'un modèle d'océan, enfin de plusieurs modèles. Ma question, vous avez vu qu'en particulier, on fournit des prévisions de vagues, par exemple, et surtout des prévisions de vent océanique. Question, ça suppose, j'imagine, de pouvoir le coupler avec un modèle atmosphérique. Quel modèle est utilisé? Ou quel modèle est-ce? Peut-être dépendant de la résolution. Alors, effectivement, on travaille beaucoup avec Météo France sur le couple atmosphère-océan. Et votre question, c'est quel est le modèle utilisé ici? Quel est le modèle qui sert au couplage? Modèle atmosphérique. Ah, le modèle atmosphérique, ça, je ne saurais pas vous dire. Je ne travaille pas exactement sur cette liaison. Je ne sais pas si toi, tu sais. Well, we have something called thematic and regional assembly centers. And so it's a group of European partners that create different data sets across themes and regions. And so, for example, Météo France is in charge of creating the products that respond to ocean waves and currents, like you just mentioned. So that's available in our catalog. Now my question is, which model will you use for the coupling with the atmosphere, particularly for the global model, for example? I would expect probably that you are using the CNRF models, or do you run your own model? Atmospheric model. I'm not the technical person that would be able to respond to that question directly, but yeah, they are coupled with different atmospheric models, and I don't want to dire une bêtise. But we can come back to you with a response. Alors évidemment, juste on travaille beaucoup avec ICMWF, qui est le Centre européen de Weather Forecasting,
Mais sur la France, hein, vraiment, c'est avec Météo France, évidemment, on est à Toulouse, hein, juste à côté du CNES et Météo France, et on travaille beaucoup avec eux. Voilà, mais effectivement, on ne saura pas vous dire exactement le modèle atmosphère. On saura vous parler du modèle océan, mais moins du modèle atmosphère. D'océan, ça je sais. I'm interested in global reanalysis, and I see that the data go back to 1993. And for example, if I'm interested to have earlier data, would it be possible to ask to have earlier data, for example, 1987? Alors pourquoi cette date de 1993? C'était le tir de Topex Poséidon, le premier vrai satellite d'observation des océans sur un programme conjoint NASA-CNES. Et donc 1992 a été la date à partir de laquelle l'océanographie, telle qu'on la connaît ici, a vraiment démarré. Parce qu'on a eu une vision, cette vision globale amenée par le satellite. Voilà. Donc, aller plus loin dans le passé que 1992, il y a quelques datasets qui sont dans le Copernicus Marine, mais c'est vraiment pas légion. Et la marge d'erreur, elle est vraiment, l'incertitude, elle est vraiment très grosse, parce qu'on n'avait pas de moyens d'observation. Autre que quelques bouées, etc. C'est pareil sur la partie observation in situ. Dernièrement, il y a eu vraiment beaucoup de bouées qui ont été mises en place à travers les programmes Argo et autres. On a vraiment un système d'observation satellite et in situ qui est vraiment beaucoup plus performant maintenant. Et aller loin dans le passé, ce qui est compliqué, c'est qu'on a peu d'observations. Non, pas super. But you can always come to our website, explore online the dates, and ask the service desk, and they can help you because there are 300 products, so it's a lot, and so sometimes it really helps to ask for help. Thank you very much. Very interesting. Puis, c'est pas terminé, c'est-à-dire que si vous avez encore d'autres questions, ils ont un stand juste là sur le coin où ils peuvent répondre pendant l'heure du lunch ou pendant la journée à toutes les questions que vous avez, et ils sont là pour ça. On veut vous remercier. Thank you very much. Merci. Merci à vous.